Quand je vous parlais de 5 programmes cliniques clés, moi, je suis convaincu dans notre patente milieu de vie, avec la réflexion des 55 membres, que pour faire de l'hébergement de qualité, ça prend des 20-25 programmes, là. Mais ça prend au moins ces 5 programmes clés-là de qualité. Le programme d'accueil du nouveau résident. Moi, j'ai connu l'hébergement depuis des années, et avant, il y a toujours une boîte de Kleenex dans le salon d'accueil parce que les gens vivent un deuil et c'est pas facile de rentrer en hébergement. Et là, on faisait signer des formulaires, l'autorisation au niveau de soins, puis le droit à avoir une photo. Il y avait peut-être, c'était très administratif, puis c'était pas le temps. Donc, il y a une équipe avec des travailleurs sociaux, des secrétaires, des infirmières et tout ça, qui ont produit un programme d'accueil qui est un petit bijou, dont je suis très fier. C'est un accueil qui est rempli d'humanitude, c'est-à-dire beaucoup de bienveillance auprès de la personne qui arrive, qu'on a barouetté à gauche et à droite, qui cherche une place puis un toit sur son cœur. Et tout le programme a une sensibilité incroyable pour accueillir la personne. Ça va même jusqu'au PDI-SAC, qui est bleu, comme notre couleur, où à l'intérieur, il y a des cadeaux, il y a des informations sur le lit du résident, la fenêtre, l'éclairage, les stars doivent être une certaine hauteur pour créer un accueil, la propreté de la chambre. Donc, il y a un impact où tout le monde a un rôle en accueil et tout est centré sur l'écoute de la personne et son repos la première journée. Ils sont fatigués quand ils arrivent, donc c'est un petit bijou. On est beaucoup centré sur l'histoire de vie, qui est la personne qu'on accueille, et on travaille énormément avec la famille pour bien connaître l'histoire de vie de la personne. Et évidemment, c'est aussi une norme de compétence infirmière de créer le lien de confiance avec la personne. Tout se joue dans les premières heures, et ça, que ce soit de soir, de nuit et de jour, l'importance de réassurance auprès de la personne et de comprendre qui elle est. Le programme PI, je vous disais tantôt, où on se démarque dans notre programme PI, c'est sur le bonheur. Le PI au CSS de la Pointe-de-Ville, ce qui a accroché Agrément Canada, c'est qu'on parlait de bonheur. Évidemment que le plan, le PTI, le plan d'intervention de l'intervenant en soins spirituels, de la TS, de l'ERGO, évidemment que tout ça est basé sur la compétence, de l'évaluation des plans d'intervention et tout ça. Mais à un moment donné, il faut donner un sens à tout ça. Et quand tu es admis en hébergement, tu peux y vivre 2 ans jusqu'à 12 ans. C'est un épisode de ta vie qui est important. Hein? On s'est retrouvé à faire des pays sur le bonheur. Et toute l'équipe s'assoyait avec le résident famille, on se posait la question, qu'est-ce qui vous rendrait heureux? Comment donner un sens à votre vie en hébergement avec nous? Et au-delà des pansements, des plaies, au-delà de la marchette et la bonne hauteur et tout ça, de mieux comprendre l'individu. Et ça donnait de la parole aussi moi je dirais qu'il y a 40% des résidents qui ont beaucoup de résilience, ne sont jamais au poste, on n'entend pas parler, se retirent, ne demandent rien. Et là, on leur donne la parole en pays. Et on découvre des choses incroyables. Je vous dirais, il y a un monsieur, entre autres, qui à Birmance nous dit, en pays, un monsieur qui parle jamais, écoutez, moi je trouve ça extraordinaire, c'est propre, on mange bien, vous êtes faim. Et je ne suis pas heureux parce que mes petits-enfants vivent l'autre bord de Québec. Je ne les vois jamais. Et là, le plan d'intervention au niveau du pays, ça a été l'objectif de transférer monsieur qui est service social dans la région de Québec. Il était radieux quand il est parti. Ça donne un sens à sa vie. Il va voir ses petits-enfants plus fréquemment. On avait une autre dame qui était à Birmance depuis 12 ans, une dame italophone, qui parle pas anglais. On a appris à découvrir ses besoins et à s'ajuster avec elle. Et là, on s'est aperçu au pays qu'il y avait une diète sans sucre depuis 10 ans, une diète sans sel, une diète sans résidus. Donc, dans son assiette, ça commençait à être pas mal beige, avec pas beaucoup de goût. Et 99 ans, elle avait des labos pas pires. Et on s'est posé la question, c'est une préposée qui l'a dit, pourquoi, avec le médecin, on ne cesse pas certaines diètes et qu'on ne se met pas à y redonner un peu de sens à sa vie. Et là, on a testé une fois. Elle a vécu 2 ans, jusqu'à 101 ans, en mangeant de la sauce spaghetti, en ayant un diabète un peu moins contrôlé, mais elle était radieuse. Et c'est un petit peu ça la notion de pays, de dire, à travers toute notre expertise, est-ce qu'on peut se mettre ensemble, bien entourer la personne,
et garder un sens à sa vie à ce moment-là. Et je vous répète, on était très fiers dans l'Est de se mériter reconnaissance de pratiques exemplaires. Programme d'alimentation clinique en hébergement à manger, on ne peut pas passer à côté. Évidemment qu'on a développé 10 indicateurs d'activité repas. Évidemment, la sécurité, le climat lors du repas. Ça va aussi précis qu'on ne peut pas mettre la téléviseur ou la radio plus que 3 au niveau des volumes qui va jusqu'à 10. Donner assistance à la personne pendant toute la durée du repas. Un repas ne peut pas durer moins de 45 à 60 minutes. Donc, quel est le rôle du préposé, de l'infirmière auxiliaire ou de l'infirmière pendant le repas? Donc, on a vraiment des indicateurs avec lesquels on travaille pour s'améliorer la chaleur des aliments, l'assistance, le respect, toute la dysphagie, évidemment, et toutes les techniques de positionnement pour l'alimentation. Tout n'y échappe pas, mais particulièrement aussi le climat lors du repas. Un repas, c'est une activité sociale. Ce n'est pas une série de tâches qu'on a à accomplir. Et comme équipe, il a fallu se repositionner, se questionner autour de ça. Et on travaille avec notre partenaire de Calixa-la-Vallée. On essaie de produire des purées en liaison chaude, beaucoup plus belles. On appelle ça l'approche organoleptique des purées. On travaille avec des professeurs spécialisés de Calixa-la-Vallée. Nos cuisiniers vont en stage là-bas, en formation. Le cuisinier vient en stage chez nous. Et on est en train de développer 5 assiettes purées. Pas des recettes, mais des assiettes purées organoleptiques. Ça veut dire qu'une meilleure couleur, plus pure. Hein? Si vous mettez de la macédoine en purée, c'est laid, hein? C'est gris. Mais quand on prend de la carotte pure, qu'on prend du poulet qui est pur, et là, on a découvert, nous, on prenait beaucoup de berthelets, des épaississeurs, toutes sortes de choses qui coûtent très cher et qui changent le goût. Là, on a découvert avec nos chercheurs de Calixa-la-Vallée que de la mie de pain séchée fait la job. Ça fait une texture qui est bien aérienne et qui répond au principe de dysphagie. C'est tout vérifié par des nutritionnistes. J'ai goûté la semaine dernière une première dégustation de cette purée et c'était fabuleux. Ils ont inventé un légume en nectar qui fait un coulis de toute beauté. Je vous dirais poulet avec un coulis de betterave et patates jaunes, c'était de toute beauté et le goût. On va faire à notre comité de direction, nos cuisiniers qui développent les habilités, là, il faut acheter des équipements aussi. Ils vont présenter au comité de direction, ils vont avoir une dégustation de purée prochainement. Et tout ça pour que nos personnes dysphagiques aient accès. Avant, on avait 3 boules à cuillère crème glacée, 3 boules en purée, souvent fait avec des restants. Une famille disait qu'est-ce qu'il y a dans la purée de maman? On ne sait pas, c'est des restants. Quelles étaient les valeurs nutritives? On ne peut pas en assurer le contrôle. Donc, il y a tout un travail qui est fait par le programme d'alimentation clinique. Évidemment, programme de prévention des chutes et d'utilisation exceptionnelle des contentions. On travaille énormément sur le dépistage, on travaille beaucoup avec les préposés aux bénéficiaires, les gens sur le terrain. C'est pas après la chute que c'est important, pour nous c'est avant, il faut vraiment les prévenir. Donc aussi, le défi, c'est de diminuer les chutes sans augmenter les contentions, parce qu'on pourrait être très attachant, tout les attacher, et ça ne donnera rien. Ce qu'on veut, c'est qu'on se maintient, on a baissé de 20 % nos contentions, qui sont des objets dangereux. Donc, on se promène avec seulement 10 %, 9 % de contention dans nos centres d'hébergement pour maintenir la mobilité, mais il faut aussi prévenir les chutes, il y a un gros travail qui est fait là-dessus. Et finalement, le programme d'accompagnement en fin de vie, qui va être présenté avec sa candidature comme pratique exemplaire à Agrément Canada dans les prochaines semaines, où le comité a inventé une trousse de fin de vie avec des draps plus doux, avec de la musique, avec toutes sortes de choses, de l'éclairage particulier. Il y a 75 bénévoles formés annuellement pour développer leurs compétences en accompagnement en fin de vie. Il y a des feuillets au chevet pour expliquer, vulgariser les symptômes de la fin de vie. Il y a une équipe de pastorales qui, 7 jours par semaine, sont disponibles pour accompagner les familles. Et il y a toute la procédure, je vous parlais tantôt, sur le respect de la vie. Je n'ai pas d'heure, puis je parle, je m'en vais, je suis parti. Midi 15 et jusqu'à la fameuse roue de l'approche relationnelle.
qui est un copyright. On a inventé. Ça part, il y a 6 auteurs dans le monde qui sont un petit peu travaillés l'approche relationnelle. Évidemment, Albert Jacquard, qui définissait, il disait lancer un morceau de pain et les pigeons vont se battre au lieu de partager. Et quand il y a une tornade, comme on vient de le vivre, un séisme à Haïti, la planète se mobilise. Il y a seulement l'être humain qui a cette humanitude-là. Pas tout le monde, mais il y a seulement l'être humain qui a ça. Donc, Albert Jacquard, on s'est penché beaucoup sur ses travaux. Vous avez Jean Vanier, qui a créé l'Arche pour que les personnes différentes au niveau aient une approche et soient considérées en société. Vous avez Marie de Hennezel, qui est une femme extraordinaire, une psychologue, qui va parler, particulièrement en fin de vie, mais parler beaucoup des aînés et de l'approche relationnelle. Au Québec, plus proche, Joanne de Montigny, qui a fait beaucoup de travaux sur l'approche relationnelle. Et évidemment, en gériatrie, tout le monde connaît Rosette Marescotti et Yves Gineste. Yves Gineste, évidemment, qui ont travaillé beaucoup l'approche relationnelle, mais dans le soin d'hygiène. Et on s'est inspiré de ces travaux-là pour développer à l'entour. Vous avez 39 comportements attendus. Et évidemment, les 10 indicateurs. À quoi ça nous sert? Le comité de préposé à l'hébergement vient de tenir dans chaque établissement des kiosques avec ces couleurs-là. Il avait créé des questions, une centaine de questions avec des cartes de couleurs et une roue comme la roue de fortune. Et quand on tombait, admettons, sur la verticalité, il y avait des questions terrain sur la verticalité. Et si la personne avait une bonne réponse, bon, il gagnait une gourde avec le slogan « C'est l'approche relationnelle ». Donc, il y a eu des travaux faits là-dessus. Ça va servir aussi à être affiché, laminé 2 pieds par 2 pieds dans toutes les unités de vie. Et ça va servir à l'appréciation du rendement du personnel. Déjà, il y a des chefs d'unité qui disent « Écoute, il faut que je fasse ton appréciation du rendement. Choisis-toi 2 forces et 2 faiblesses dans les 39 comportements. Et on va les regarder ensemble. » Donc, c'est un levier aussi. La roue nous permet d'avancer. Donc, on travaille beaucoup de choses au niveau promotionnel pour sensibiliser les gens. Je n'ai jamais entendu parler autant d'approche relationnelle dans les 400 d'hébergement depuis l'arrivée de la roue. Il y en a qui ne sont pas d'accord, qui sont d'accord, qui trouvent ça le fun, qui trouvent ça le mais tout le monde joue, tout le monde embarque dans le jeu. Et je crois que ça amènera un changement de société, comme on dit. Elle est rendue à Rimouski-Lingette, elle est rendue dans la vieille capitale. Il y a une présentation aussi avec la caisse qui s'en vient. Donc, c'est un outil qui est précis, qui permet de bien comprendre les attentes. Qu'est-ce que l'approche relationnelle et le savoir-être? La reconnaissance, on a déterminé dès 2005 qu'un préposé aux bénéficiaires était formé depuis des décennies sur les produits d'incontinence, les équipements, alors que c'est un être relationnel. Les préposés sont au cœur de notre mission, ils sont auprès de la clientèle dans leur intimité. Donc, on s'est mis à faire de la formation sur leur approche relationnelle plutôt que sur des techniques. Ils sont intégrés au plan d'intervention interdisciplinaire comme experts du résident. Ils le connaissent en détail, ils connaissent ses habitudes. Des fois, c'est lui qui va dire « on n'a pas de ketchup dans ces affaires ». Ils les connaissent vraiment finement. Et ils ont leur comité d'experts, autant que le CI, CIA ou le CM. Les préposés ont le comité d'experts. Il y a 6 personnes qui siègent là-dessus depuis 2006. Et ils évaluent les formations qu'on a besoin, ils évaluent les tâches, l'organisation des services des préposés. Et on sent une très grande motivation qu'ils n'avaient pas avant, parce que maintenant, ils ont leur place. Et dans le programme Milieu de vie, je disais tantôt, Madame me rappelle plus. Madame Châteauvert, je disais que on a trouvé dans notre programme Milieu de vie, parce que les infirmières, il y avait un petit peu un réflexe en 2010 de dire, ben, du milieu de vie, nous autres, qu'est-ce qu'on a à faire là-dedans? Ben, il y a 34 normes de compétences en soins infirmiers, infirmières auxiliaires, à travers le milieu de vie. Je vous donne un exemple. Quand on parle d'accompagnement en fin de vie, de créer un lien de confiance à l'accueil, ça nous appartient. La qualité, la compétence, je le disais, c'est comme les saucisses à Hagrid. Plus vous allez pratiquer à avoir vos 34 normes de compétences dans votre travail, et plus vous développez mon milieu de vie. C'est comme ça que ça se passe. C'est très interrelié.
Et les résultats, je vous le dis rapidement, puis l'excellence du ministère en 2010, par la mobilisation des ressources humaines, c'est un coup de cœur du ministre. On est allé à Québec, je suis très fier de ça. 96% de réponses aux normes d'agrément en soins de longue durée et pour tout l'établissement en 2011-2012. Mention d'excellence d'Agrément Canada, programme milieu de vie aussi en 2011. On a augmenté de 15 à 18 points avec Agrément Canada. On mesure la mobilisation à partir de 6 indicateurs. On a augmenté de 15 à 18 points de mobilisation pour chaque centre d'hébergement depuis 2008. On a diminué de 70 les heures de MOI et 200 000 l'an passé de temps supplémentaire. Et le programme PI, comme je vous dis, qui a été reconnu en 2013 comme pratique exemplaire, et on pense faire la même chose avec notre programme d'accompagnement en fin de vie. On a aussi, le programme Milieu nous a donné toutes sortes de partenariats, dont 6 projets avec la commission scolaire de la Pointe-de-L'Île, l'école de préposés, l'école en hygiène et salubrité, où nos employés en hygiène et salubrité sont formés 630 heures maintenant. Le projet organoleptique des purées, les stages de cuisiniers qui sont chez nous. On reçoit 160 à 180 stagiaires par année des faubourgs, beaucoup liés avec l'Université de Montréal et l'Université de Sherbrooke, dont le docteur Couturier de la chaire de recherche, titulaire de la chaire de recherche en gérontologie du Canada. Beaucoup de travail avec les propriétaires des ressources intermédiaires qui viennent de former leur propre comité milieu de vie pour les ressources intermédiaires du territoire. Travaille beaucoup à assister, aider, partager l'expertise avec les résidences privées et plusieurs partenaires du réseau. On siège aussi sur la communauté de pratique virtuelle de la Caisse avec les centres d'hébergement de tout le Québec. Et on siège aussi au regroupement des conseillers milieu de vie du Québec. Je vous dis merci et j'aurai une période de questions. Le leadership que vous et votre équipe, finalement, vous avez déployé auprès d'une clientèle âgée. Alors, merci. Questions, commentaires? Oui. Moi, j'aimerais savoir, ce modèle-là, ce que vous faites à Pointe-de-L'Île, est-ce que c'est toi qui, éventuellement, va être partagé avec les autres C3S? C'est quoi qui pourrait être ce que vous faites là? C'est-à-dire que la conférence, même un peu plus longue, a été présentée à la Caisse, où là, il y avait, je pense, une soixantaine d'établissements qui étaient là. Moi, je reçois des courriels à semaine longue, on partage des expertises, je me déplace, et je veux surtout vous dire qu'on apprend aussi beaucoup des autres. Hein. On est pourris, nous autres, dans l'intégration et l'accueil des nouveaux préposés. On n'a jamais travaillé ça à fond. Et hier, il y a un partenaire de la Rive-Sud qui me prêtait ces outils sur lesquels ils ont travaillé en 2012-2013. Donc, il y a un partage. Nous, on ne vend rien, on partage, on est très ouvert à faire connaître tout ça. Donc, il y a des visites qu'on peut faire. Je présume qu'il y a des visites qu'on pourrait faire. Là, les gens intéressés pourraient prendre rendez-vous avec vous, puis aller finalement visiter. Ça se fait plusieurs fois par mois. On a des rencontres. On vient de rencontrer des CSS de la région de Montréal à la demande de notre DG. Il y a plein de partenariats qui se créent. On est très, très ouverts à le partager. Alors, il y aurait. Gisèle, et puis par la suite, tu donnes la parole. C'est un commentaire. Je voudrais vous remercier pour cette présentation-là, qui est vraiment une présentation magnifique. Alors, vous remercier d'avoir démystifié aussi le fait que les centres d'hébergement ne sont plus des mouroirs. Alors, c'est vrai que je pense que vous avez développé beaucoup cet aspect-là du milieu de vie, mais ça se développe depuis la fusion dans tous les centres d'hébergement. J'ai travaillé 12 ans au C3S Jeanne-Mance, alors je sais que cette approche-là se déploie de plus en plus dans tous les C3S. Mais, alors, vous avez su présenter les centres d'hébergement comme des endroits vivants, dynamiques et dans lesquels on aimerait bien travailler. Alors, je vous remercie beaucoup parce que souvent, il y a beaucoup, on voit l'hébergement comme le bout de la ligne, puis souvent de façon comme des mouroirs, et vous le présentez d'une façon magnifique. Merci. Merci, Gisèle. Et puis, sans compter, Claude, ce qui peut arriver, c'est que ça vient donner de l'espoir pour des gens qui, justement, pour des raisons de santé, sont confrontés à ce choix-là d'aller en hébergement. Alors, ça vient aussi nous donner des beaux milieux où, justement, il y a être la vie dedans. Il y a eu une étude CROP faite par la Caisse
où on disait que près de 80% des gens qui ne connaissaient pas le milieu le critiquaient, par le biais de Québécois, évidemment. Et ça tombait à 80%, mais de confiance, au lieu de non-confiance, dès que la personne avait eu un contact avec les centres d'hébergement du Québec, soit que quelqu'un travaille là ou notre parent est là. Donc, il y a toute une pensée sociale, une opinion populaire qui nuit au centre d'hébergement présent. Mais là, avec ce qui se fait pour Pointe-de-L'Île, probablement que les sondages vont un petit peu varier. Oui, il y a un commentaire, c'est moi d'une collègue ici, après je vais céder la parole à quelqu'un. Oui. Dans le centre d'hébergement, une des problématiques que j'ai trouvées, moi, quand je compare avec ma mère, tout ce qui est là en ce moment, c'est le taux de participation aux activités qui sont offertes. Là, ce que vous m'avez parlé, on ne m'a pas parlé d'activités. Je vous ai dans la vie, c'est pour manger, dormir puis marcher. Là. Mais qu'est-ce qu'on a en plus? Là? Si on peut parler, vous ne pouvez pas beaucoup parler de ça. Bien, il y a des plages horaires. Moi, depuis qu'on est arrivé, en 2005, je vous dirais que les plages horaires ont triplé au niveau des activités. On a nommé aussi plus de techniciens loisirs dans nos centres. Il y a, évidemment, je disais tantôt que la Fondation contribue à 160 000 $ pour améliorer la qualité de vie des résidents. C'était des activités de plus. Et je vous annonce avec la commission scolaire de la Pointe-de-L'Île, on a réussi à aller chercher une subvention pour 44 de nos personnes âgées qui ont été inscrites à l'école en septembre. Les résidents vont le vivre comme des activités parce que c'est des professeurs qui vont se déplacer dans nos centres pour faire de l'art-thérapie, de la musicothérapie. Donc, il y a énormément de choses. C'est vrai que je ne le présente pas parce que je fais un peu exprès, parce que je ne veux pas que les gens conçoivent toujours le milieu de vie à travers le loisir. Mais évidemment que les gens s'ennuient et qu'il faut organiser des plages horaires bien adaptées à notre clientèle. Et ce qu'on vit aussi, c'est qu'il faut adapter nos activités. Avant, on pouvait faire un bingo avec 100 personnes qui étaient là. Maintenant, le bingo, là, il est moins populaire parce que les gens sont en beaucoup plus grande perte d'autonomie. Donc, les loisirs, des fois, vont se faire à l'unité. Ça demande une approche différente. Et quand je parlais tantôt de 20 000 heures de bénévolat par année, évidemment que les bénévoles ont beaucoup à voir dans toute l'activité de loisirs, l'organisation, l'accompagnement des personnes. Intéressant. Lynn, tu as un commentaire, question? Pour le présenter, je suis infirmière à l'urgence au suivi de la clientèle. Je voulais savoir comment, c'est un très milieu de vie, mais qu'est-ce qui fait qu'ils viennent à l'urgence? Est-ce que, je voulais savoir, est-ce qu'il y a un médecin présent? Je trouve ça de valeur des fois que les patients qui sont là-bas viennent à l'urgence pour des investigations. Des fois, on ne respecte pas leur qualité de vie qui vivent là-bas, qui viennent à l'hôpital. C'est quoi les critères pour s'ils viennent à l'hôpital et le niveau de soins? Comment on décide le niveau de soins de chaque patient? Écoutez, le niveau de soins, c'est un indicateur. Évidemment qu'il y a beaucoup d'enseignements faits à la famille ou aux résidents pour déterminer dès l'accueil dans les premiers jours le niveau de soins. Des médecins en centre d'hébergement, il y a à peu près 3 heures par unité de vie de services médicaux par semaine. Donc, il y a aussi une pénurie de médecins. Nos médecins, il y en a qui sont beaucoup plus âgés, jusqu'à 65-70 ans, et ils vont avoir jusqu'à 120 personnes des fois qui vont suivre. Il y a des gros travaux qui ont été faits de la direction des soins infirmiers et l'équipe médicale pour mieux paramétrer, avant de transférer à l'hôpital, la situation de santé, l'instabilité de santé d'une personne. Mais évidemment, on va appeler le médecin, puis là, la personne a mal au ventre et tout ça. C'est très difficile. Mais je sais qu'on avait, à un moment donné, baissé de 11 à 12 % des transferts à l'urgence parce que c'était toute une aventure pour quelqu'un de 90 ans d'aller vivre à l'urgence 12 heures. C'est dans le corridor. Les accompagnateurs qui nous surveillent beaucoup nous disent que les bénéficiaires ont deux places. Ils ont une place dans leur CHSLD, puis ils ont une place à l'hôpital. Et puis ils essaient de nous dire, trouver des moyens pour qu'ils viennent à l'hôpital. Et je pense qu'on a un certain partenariat à faire ensemble pour ça. Ouais. Il y a énormément de choses à faire encore. Beaucoup dans la communication, dans l'arrimage. J'apprenais dernièrement qu'on refusait les gens qui avaient, je ne sais pas moi, un traitement IV, quelqu'un qui était spécialisé. Et pendant que j'entends ça, et depuis 2009, j'ai acheté des pompes volumétriques neuves qui sont pleines de poussière. J'ai formé 18, on les appelle des pilotes IV, jour, soir, nuit. C'est-à-dire des gens super formés qui
qui attendent d'avoir un cas avec un IV, puis on ne les reçoit pas. Mais ça tombe pas dans l'oreille de Fait que nous, même les infirmières, Sortez vos pilotes, je pense qu'il je crois qu'il y a une question d'arrimage. Aussitôt que la personne est stabilisée, on a refusé un cas cette année, c'est quelqu'un qui avait de l'insuline IV. C'est pas quelqu'un de stable. Ce qui est intéressant ici, c'est de voir, puis la question de Lynn va dans ce sens-là, c'est comment on peut mieux arriver, connaissant mieux les soins et services qui est donné dans un milieu de vie comme les 4 centres de notre principaux partenaires. Alors, ça nous donne vraiment des bonnes pistes de travail pour justement, si les gens ont besoin de venir à l'urgence, je pense que, bon, parce que tu es âgé, tu es dans l'hébergement, tu ne peux pas y être, mais c'est de réduire finalement les temps, de sorte vraiment qu'il puisse retourner dans son milieu de vie, là où les gens le connaissent davantage, et puis c'est là qu'il va recevoir tous les soins. Et je trouverais ça intéressant de voir, c'est le milieu de vie n'est pas en opposition avec le milieu de soins. Et ça, je pense que c'est quelque chose aussi à cultiver, à renforcer aussi. Il y a beaucoup de choses à faire là, dans la communication, le retour le plus rapidement possible, parce que plus que l'habitage, plus que le bénéficiaire se détériore. Et on a des infirmières jour, soir, nuit, tout le temps, la fin de semaine. Bon. Alors, Claude Riendo, vous allez entendre parler de nous courant de la prochaine année, là. Si ce n'est que par des services d'urgence, mais nous, on est vraiment investi beaucoup dans tout ce qui touche le déploiement, approche adaptée de personnes âgées. Et on sait que finalement, nos arrimages avec la communauté, c'est une pièce maîtresse. Alors, vous allez entendre parler de nous la prochaine année. Alors, c'est tout le temps. Merci infiniment, Claude Riendo. Merci infiniment de votre participation. Et demain, il y a une autre conférence et on clôt l'année.